Donc, vous savez, il y a un lanceur d'alerte camerounais qui aime dire que c'est votre histoire, il faut la connaître. Il ne m'aime pas beaucoup. C'est ok qu'il ne m'aime pas beaucoup. Mais sur ce coup, je pense qu'il a raison. Son nom est Boris Berthold. Donc, peut-être c'est l'occasion si quelqu'un a sa page et tout, il faut aider à ce qu'il aide à partager cela. La même chose à Paul Tchouta, Jean-Claude Mbédé, Valsero, Jean Bruno, bref, Angie, bref, tout le monde qui a de l'influence dans les réseaux sociaux et qui peut donc aider à partager cela. Donc, ce soir, nous allons parler de 8 ou 7 points que j'ai voulu discuter et que je souhaiterais discuter avec vous. En réalité, vous dire simplement les choses telles que je les vois, telles que je les ai vécues, telles que je les anticipe, et vous donner simplement mon avis sur un certain nombre de choses. Ce que je dis, bon, ça pourra faire plaisir à certains ou fâcher d'autres. En réalité, c'est comme c'est. Mon engagement devant vous est que ce que je vous dirai ici, je vous le dis devant le Seigneur que je sais. Et donc, il est le témoin fidèle. Et donc, je prie qu'il m'aide à rester dans le canevas et de dire les choses telles que je les ai vécues et de dire exactement ce que je pense. Donc, j'essayerai de faire cet exercice vraiment sans langue de bois. Je ne tournerai pas de gauche à droite pour dire ce que je veux dire. C'est ainsi que j'essaye de vivre ma vie. Et puis, bon, une fois que je l'ai dit, si ça énerve quelqu'un, bon, ça ne m'intéresse pas. Je souhaite que ça n'énerve pas, mais s'il arrive que ça dérange, bon, on peut pas faire autrement. Donc, nous irons sur 7 points que j'ai notés avant. Je vais parler rapidement de la CAN pour clarifier une ou deux petites choses et puis en finir, parce que je préfère que ce soit ainsi. En 2, je parlerai de mes relations avec Paul Biya, M. Ngongo, en tout cas, bref, le gouvernement. Et donc, je serai très clair là-dessus. Nous allons parler de la raison pour laquelle je m'intéresse à l'élection présidentielle au Cameroun. J'ai suivi cette question, je pense qu'il faut l'adresser, et donc je vais vous dire clairement ma position sur la base de ce que je connais. En point numéro 4, nous allons parler de MAGA Africa, ce que c'est et qu'est-ce que ça vient faire dans tout cela, parce que j'ai lu ici et là un peu de confusion. Je pense qu'il est clair, il est bon d'apporter un peu de clarté pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, en point 5, je voudrais présenter ma stratégie, ce que je pense est la stratégie pour battre le candidat du RDPC en 2025 et pourquoi je pense que c'est important. Donc en point 6, je dirais un mot
sur la coalition, parce que je pense qu'une grave erreur est en train d'être commise en ce moment même où on parle. Et donc, je vais clairement dire ce que je connais, ce que j'ai appris, et pourquoi je pense que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je vous le dirai très simplement. Et puis, en point numéro 7, je vais parler de la pétition que j'ai lancée il y a quelques jours et son rôle et ses conséquences. Donc voilà les 7 points que je propose de discuter aujourd'hui. On va donc commencer rapidement avec la CAN. Il y a, concernant la CAN, j'ai noté qu'il y a beaucoup d'idées qui ne sont pas vraies. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais qui ne sont pas vraies. Alors, je vais prendre l'opportunité ici pour dire une dernière fois ce que moi je connais de la CAN, comment ça s'est passé pour que j'y sois, et voilà là où on en est, et je pense que dans le futur, je ne voudrais plus revenir sur ces questions, parce que je pense qu'il y aura eu assez d'évidence ou alors assez de déclarations dans ce sens-là. Je ne pense pas que ce soit la chose la plus importante. J'arrive au Cameroun après plusieurs années. Je retourne au Cameroun pour travailler en 2000, je pense que c'était 2016. Je pense que c'était novembre ou décembre 2016. Non, c'était novembre ou décembre 2015. Donc il y a 10 ans. C'est moi qui fait le premier pas, parce que ce jour, je suis en train de discuter avec un ami et on parlait du Cameroun, et le reportage qu'il y avait ce jour parlait de la contradiction qui existe entre le fait que le Cameroun soit une grande nation de football et le fait que son championnat se joue dans de la boue à l'époque. Alors, le journaliste qui présentait ce programme-là était un journaliste américain qui avait fait un tour au Cameroun pour faire cette découverte-là. Il était donc fasciné de comment, d'un côté, le Cameroun est une grande nation de football, et de l'autre côté, le championnat et les championnats du Cameroun se jouent dans de la boue. Du moins, à l'époque, c'était ce qu'il y avait. Ici, nous sommes en 2015, en fin 2015. J'ai fini de suivre ce programme et je le regardais avec mon ami. Bon, lui, il sait que je suis du Cameroun, que je suis né au Cameroun, et il me regardait chaque fois avec étonnement, vraiment sans me dire ce qu'il pensait vraiment. Je pouvais sentir que les mots s'arrêtaient quelque part à sa gorge. Il me regardait et il regardait la télévision et il me regardait. Et bon, autant dire ici que cet ami, nous avons étudié ensemble. Donc, c'est un constructeur. En tout cas, il a les mêmes credentials que moi. Nous partons des bancs ensemble. Il est donc propriétaire d'une autre société de construction qui fait dans le développement immobilier également. Alors, lui ne comprenait pas, et je dois dire que j'ai été ce jour-là un peu embarrassé de ce que des personnes qui me respectent ne pouvaient pas, ne savaient pas
n'arrivait pas à faire le lien entre le fait que, bon, voilà ce qu'ils connaissent de moi, et puis voilà ce qu'ils découvrent sur mon pays. J'ai donc pris l'engagement ce jour-là de faire quelque chose au Cameroun. C'est ainsi que j'appelle l'ambassade des États-Unis au Cameroun et je demande à l'ambassade des États-Unis au Cameroun de me trouver le numéro de téléphone du président de la FECAFOOT de l'époque. C'était M. Tombi Aroko. Quelques temps plus tard, le numéro de téléphone m'est donné. Je contacte M. Tombi Aroko parce que 2 ou 3 personnes avaient essayé de me donner leur numéro avant, son numéro avant, mais ce numéro ne passait pas. Donc j'étais dans l'obligation d'appeler l'ambassade pour que l'ambassade aide. Lorsque je reçois le numéro, j'appelle et il prend le téléphone. On a notre première conversation. Et je lui dis, voici l'idée que j'ai pour le Cameroun. Je pense qu'il est possible de construire des stades de proximité. Ma proposition initiale était d'en faire 40. Et on fait des petits stades en gazon naturel ou synthétique, suivant votre préférence, et on le fait, et vous nous payez petit à petit avec le temps. Il aime l'idée, et il me demande de le rejoindre, parce qu'à ce moment-là, il y avait une compétition qui se jouait, je pense, au Rwanda, une Coupe d'Afrique des juniors ou des A', quelque chose comme ça, qui se jouait au Rwanda à ce moment-là. Et il me demande, il me dit qu'il est en train d'aller au Rwanda, est-ce que je peux le rejoindre au Rwanda? Je dis oui, et le lendemain, je prends le vol pour le Rwanda. Et c'est comme ça que j'entre en contact avec M. Tombi Aroko, et je fais ma présentation, il aime l'idée, et il dit, bon voilà, il veut venir aux États-Unis avec ses collaborateurs pour venir constater d'eux-mêmes qu'est-ce qu'il en est. Alors, je rappelle l'ambassade et puis je leur dis, bon voilà, il y a, bon, monsieur, quelques jours plus tard, hein, monsieur Tombi m'a envoyé la liste des personnes qu'il voulait que ces personnes visitent les États-Unis. Je prends la liste, je l'envoie à l'ambassade et j'ai donc demandé qu'il puisse venir. Évidemment, les 4, parce qu'il y avait 4 personnes dans cette délégation, ces 4 personnes, l'une d'elles était le secrétaire général de la FECAFOOT de l'époque, M. Blaise Moussa. Une de ces personnes était M. Tombi Aroko. Bref, la visite aux États-Unis dure 3 ou 4 jours et on tombe d'accord que, bon, voilà, le projet, il est faisable. Il faut que je vienne à Yaoundé pour que les négociations se passent avec, je pense que c'est un conseil exécutif ou une commission, en tout cas une assemblée, ouais, je pense que c'était le cas. Et c'est ainsi que je fais le voyage de Yaoundé quelques jours après eux. Je fais la présentation au comité ou à l'assemblée et l'assemblée décide de voter pour cela. Sauf que le président de la FECAFOOT de l'époque, lui, choisit 4 sites. Il me dit, on va faire un pilote. On va aller, on commence par 4. Il me donne les 4 sites sur lesquels il veut qu'on travaille et on signe un contrat. Ce contrat prévoyait que nous allons préfinancer les travaux, mais il faut qu'on nous donne une garantie pour que la minute où nous avons livré les travaux, environ 780 ou 782 millions, je pense que c'était 782 millions, doivent nous être payés le jour où nous livrons les travaux.
Et la balance qui était environ, je pense, 2 milliards 800, ouais, je pense que c'était autour de 2 milliards 700, 2 milliards 800, non, c'était 1 milliard 600 devait nous être payé à la livraison des travaux et 1 milliard 900 ou 1 milliard, c'était il y a longtemps, dont les chiffres j'ai un peu oublié, donc ça devait être entre 1 milliard 7 et 1 milliard 9 qui devaient nous être payés en 7 ans. Donc voilà l'affaire de la FECAFOOT. Très simple. Nous signons un contrat, la FECAFOOT doit nous déposer une garantie de 1 milliard 700. Et nous devons faire les travaux. Lorsque ces travaux sont faits, à la fin de ces travaux, la garantie qui nous a été donnée, nous pouvons aller la toucher. Donc nous sommes payés 50% à la livraison. Et les autres 50%, nous donnons à la FECAFOOT 7 ans pour nous faire ce paiement. Ça, c'était le deal de la FECAFOOT. Sauf que, on a signé le contrat, nous avons commencé les travaux, et quelques semaines passent, on ne nous a toujours pas donné la garantie. Je vais voir le président Tambi, il me dit, bon voilà, viens demain à 7 heures. Tu connais quelque part en Colbison, il m'indique un endroit en Colbison, et puis j'y vais. Je me rends là-bas avec mon collaborateur de l'époque, un certain Franco. Nous allons là-bas et il indique à mon collaborateur là où c'était et on arrive à l'endroit. L'endroit était une maison en construction dans un quartier qu'on appelle Nkolbison. Cet endroit, la maison en construction, une maison, je pense que c'était un duplex, et il me dit, bon voilà, la maison ici, je veux bien vous donner la garantie, mais il faut que vous me trouviez 165 millions. Et les 165 millions, en réalité, je veux utiliser, en tout cas pour moi un peu, il faut que je donne, parce qu'il faut que je termine cette maison. Et puis après, il y a mes collaborateurs à qui il faut donner quelque chose. Donc, voilà, j'ai besoin de 165 millions. Une fois que tu m'as donné les 165 millions, je te donne la garantie. Alors, moi, je suis tout confus. Parce que je ne comprends pas. Non seulement c'est moi qui viens avec mon argent pour venir vous construire des stades, que vous allez me payer en 7 ans, mais en plus, vous me demandez 165 millions. En réalité, s'il y a quelqu'un qui devait donner quelque chose à l'autre ici, c'est vous qui devez me donner, pour me remercier de ce que j'étais en train de faire pour vous. Alors, il se fâche de ma réponse et dit donc qu'il verra comment j'aurai cela. Bon, moi je suis allé à l'ambassade, j'ai rendu compte à l'ambassade que bon voilà, il y a tel monsieur, voilà la conversation que j'ai eue avec le monsieur, et donc voilà. Le conseiller de l'époque, le conseiller des affaires économiques de l'époque, un certain Darren Smith. Bon, je vais pas, peut-être que je n'aurais pas dû, mais bon, je l'ai déjà dit. Alors, il me dit qu'il va appeler la FECAFOOT pour voir de quoi qu'est-ce que c'est. Alors, c'est lui qui parle à quelques personnes à la FECAFOOT. Et puis la FECAFOOT m'appelle 2 ou 3 jours plus tard pour que je vienne. Et j'arrive et ils me disent, bon, on va vous donner une garantie. Cette garantie, elle ne va pas atteindre 1,7 milliard, mais on va vous donner une garantie de 782 millions.
allez commencer les travaux, on vous donne, gardez en tête que le contrat lui dit que la garantie doit être 1,7 milliard. Eux changent le contrat et disent, si je veux, ils peuvent seulement donner une garantie de 782 millions. Et cette garantie venait d'une banque, la banque des PME, quelque chose comme ça. Et que, bon, à la fin du marché, et le reste, donc, après les 782, si je fonctionne bien, on verra comment on va donner le reste de la garantie de 1,7 milliard, étant donné que les 50% sont payables en 7 ans. Alors, ça c'est déjà un changement de programme, mais je viens de passer au Cameroun quand même quelques temps et je décide d'accepter cette garantie à la condition que dans 2 mois, il me donne une garantie pour le reste donc la différence entre 1,7 milliard et 782 millions, il devait me donner cette garantie. C'est ainsi que nous rentrons au travail et nous faisons ce qui devait être fait. Quelques mois plus tard, le même président de la FECAFOOT, j'ai cité M. Tanguy Aroko, me rappelle pour me demander si j'ai réfléchi. Alors, je dis que, bon, réfléchir à quoi? Il me dit, bon, on n'est pas en Amérique ici, on est au Cameroun, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, des choses qui ne méritent pas que j'en parle. Je lui dis, je vous ai dit, moi, je n'ai pas d'argent pour ça. Donc, c'est vous qui devez me donner de l'argent. Et à ce moment-là, il me dit, on va résilier votre contrat, mais pour qu'on ne résilie pas votre contrat, il faut que vous acceptiez de travailler avec nous. C'est-à-dire, vous gardez donc, on appelle ce type de contrat un PCM. Donc, c'est un type de contrat où vous vous rassurez simplement que tout ce qui doit être fait est fait. L'employeur ou alors le propriétaire peut donc décider de recruter qui il veut recruter. Donc, il fait le travail normalement. Et vous, donc c'est lui qui recrute les sous-traitants, c'est lui qui paye ses sous-traitants, ils vous soumettent les factures et vous devez donc approuver ces factures. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc ça m'évite de me mettre à dépenser plus que ce que j'avais déjà fait, mais il faut penser à me payer ce que j'ai déjà dépensé. Et ils me disent à ce moment-là que vous allez d'abord prendre 80 millions. Je pense que c'était 80 ou 82 millions, quelque chose comme ça. Nous, on a déjà dépensé un peu plus de 300 millions. Eux, ils me disent, vous n'allez dépenser, on ne va vous payer que 80. Non, c'était 400 millions parce que l'arrangement était qu'ils payent 20%, qui faisait donc les 80 millions. Et puis après, ils allaient payer progressivement la partie qui devait nous revenir. Cet accord est pris, monsieur le président de la FECAFOOT choisit donc les entreprises qui vont travailler sous nous. Et ces personnes viennent vers nous, nous présentent leur devis, et puis on fonctionne. Donc, sauf que les paiements se faisaient désormais entre le caissier ou le trésorier de la FECAFOOT et la personne qui faisait les travaux, le sous-traitant, mon sous-traitant. Bon, j'ai laissé faire, sachant qu'ils doivent rendre compte au moment où il faut que moi j'approuve les factures. Et ce moment est arrivé. Lorsque le moment arrive,
on me donne un lot de factures, je pense que ça devait être 600 ou 700 factures. Et je regarde les factures, je découvre que, bon, voilà, il faut que je signe des factures où quelqu'un pour payer un gardien à Bafia, au lieu d'envoyer de l'argent par moyen électronique, par exemple, qui aurait coûté beaucoup moins cher, il met quelqu'un en mission, c'est-à-dire quelqu'un loue une VX pour 3 jours, au prix de 100-120 000 la journée, va à Bafia, passe 3 jours ou 2 jours dans un hôtel, mange, parfois c'était des chèvres, vraiment comme une chèvre entière, parce que moi je ne sais pas, quand vous entrez dans un hôtel à Bafia, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez manger qui arrive à 100 000, 102 000, 105 000. Donc je me dis peut-être que ça devait être des chèvres, des bœufs entiers qu'on mangeait. Alors, toutes ces factures me sont présentées et je refuse de signer les factures. Le frère de M. Tombi Aroko de l'époque, un certain Ismaël quelque chose, j'oublie le nom. Alors, c'est lui qui était donc le sous-traitant en question. Et je refuse de signer les factures. Évidemment, le président se fâche, me convoque et résilie mon contrat. Il m'annonce que le contrat est résilié. Et je lui dis, bon, moi je vais vous poursuivre en justice, il n'y a pas de souci. Il me dit, vous pensez que vous êtes où ici? Vous pensez que vous êtes en Amérique ici? Je vais détruire votre nom au point où vous allez partir du Cameroun la queue dans les jambes. Ça, c'est M. Tombi Aroko qui me le dit dans son bureau. Et évidemment, quelques temps plus tard, il a pris des journalistes, les a amenés, je ne sais pas, il payait certains journalistes, il fallait dire les plus mauvaises choses que vous pouvez dire sur Ben Modo pour que vous méritiez quelques faveurs de la FECAFO. Donc voilà ce qui se passe à la FECAFO. Entre-temps, ce que lui ne sait pas, c'est que chaque fois que je sors d'une conversation avec lui, moi je fais mon mémo à l'ambassade. Et je dis, aujourd'hui j'étais dans le bureau de tel. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné au Cameroun pendant 7 ou 8 ans. Je n'ai pas vu un responsable de la République du Cameroun s'en rendre compte. Ce qui veut dire que tous ces câbles, tous ces comptes rendus sont intacts. Donc, l'ambassadeur des États-Unis de l'époque, M. Rosa, veut donc porter plainte, ou alors, pas porter plainte, mais accuser le président de la FECAFOOT chez le président. Et le président lui demande de se calmer. Il n'y a pas de souci, on va régler cela. Mais pourquoi vous ne nous envoyez pas quelques sociétés pour faire la canne, puisqu'on a besoin de construire des projets pour la canne? Voilà comment nous on se retrouve dans la canne. Tout était parti du courroux de l'ambassadeur, qui était courroucé contre la FECAFOOT, et qui a décidé d'en parler au président Corbiya. Le président a calmé l'ambassadeur et a décidé que on travaillerait donc dans la canne. Voilà la transition qui se passe entre nous et la canne. C'est ainsi que nous on se retrouve dans la canne. Et notre souhait initial était de travailler sur un stade à Toket. Il y a un stade à Toket qui avait été utilisé dans l'ancienne Coupe d'Afrique, je pense de 72, qui était inachevé. J'ai aimé l'architecture et c'était là ma soumission. Chacun devait venir avec 2 projets, un site initial et son deuxième site. Donc mon deuxième site était dans le site de Garoua. La task force, et nous sommes allés aux discussions avec la task force, je pense que nous sommes allés
une dizaine de réunions. Chaque réunion où je suis entré à la présidence de la République avant l'attribution de ce marché, cela a été en présence des autorités de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Je connaissais personne dans cette maison. La seule personne que moi j'ai connue ailleurs était un grand monsieur qu'on appelait monsieur Belinga Eboutou. Monsieur Belinga Eboutou est un peu comme un oncle à mon ancienne femme. Donc, ça c'est la relation avec le monsieur qui était directeur du cabinet civil et pour qui j'étais comme un fils. Et c'était même pas, c'était un peu comme du bénévolat ce que je faisais, parce que ma relation avec monsieur Belinga Eboutou était que, bon, une fois, ils avaient des soucis pour... des gens avaient... je pense qu'en 2008, il y avait eu des gens qui se sont fâchés, je pense que c'était Douala ou Yaoundé, et les jeunes avaient des soucis. M. Belinga Eboutou m'a demandé que, bon, voilà, c'est toi qui es jeune, est-ce que tu peux venir avec un projet pour aider la jeunesse? J'ai fait un projet que j'ai envoyé à monsieur le directeur du cabinet civil. Ce projet faisait la défense, proposait au Cameroun de créer une banque, Exim Bank Cameroun, pour aider à financer l'agriculture de sorte que les fruits de cette agriculture puissent être exportés à l'étranger. Et la deuxième articulation était de créer 2 500 000 emplois. Donc ça, c'était ce qui était dans mon mémo. C'est ça, des années plus tard, qui a donné naissance, avec un peu de déception, à un projet où on a créé 25 000 personnes, on a recruté 25 000 personnes, parce que lorsque c'est arrivé à la phase d'implémentation, mais c'était totalement plus le même projet. On se demandait en réalité comment on part de 2 500 000 à 25 000. Bon, mais la réalité est que moi j'apprécie le rôle du ministre directeur du cabinet de l'époque parce qu'il fallait au moins avoir pensé à ça. Il faut de l'emploi à la jeunesse et je suis content d'avoir aidé dans ce sens. Donc, et ça s'est fait, j'ai pas été payé, donc je ne le faisais pas pour de l'argent. Donc, ça c'était ma relation quasi familiale avec l'ancien directeur du cabinet civil. Donc, voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et d'ailleurs, lorsque le directeur du cabinet civil apprend que nous sommes en train d'aller chercher des marchés au Cameroun, il se fâche contre moi. Et il dit, ce pays va te détruire. Tu ne peux pas revenir ici, rentre aux États-Unis. Ça, c'est quasiment l'une des conversations qui m'ont marqué, parce que je ne comprenais pas à l'époque. Vous savez, quand vous êtes un enfant et que les patriarches vous disent quelque chose, ça prend du temps pour que vous compreniez ce qui vient de vous être dit. Donc, pendant quelques mois, sans vous cacher, j'ai pensé que le ministre Eboutou, j'ai pensé qu'il ne m'aimait pas beaucoup. Vous voyez? Mais avec recul, je pense que c'est le meilleur conseil qu'il me donnait. De ne pas venir. Alors, je me suis entêté, je suis resté, et la suite a été ce qu'elle est. Nous sommes donc en train de compétir à Gao et à Bafoussam. La première décision tombe et la task force choisit une société chinoise pour faire le chantier de Toket.
Bon, je me dis, il y a quand même un deuxième poste à Garoua, peut-être que je l'aurai. Et quelqu'un, un grand frère, qui a pris sa retraite, si je dis son nom, je ne sais pas si ça va créer, bon, mais il me dit, mon fils, je viens de sortir de la réunion. En réalité, ils sont en train de signer le PV. Mais ils ont donné le marché de Garoua à une société chinoise qui devait s'appeler Chanxi ou quelque chose comme ça. C'est lui qui me le dit. Et le gars, il partait en retraite quelques jours plus tard. Quand il me le dit, il me dit vraiment ce pays, je ne comprends pas, mais voilà, je vais te donner l'info que le marché que tu disais que bon, c'est vous qui aurez, il est parti aux Chinois. Quand il me le dit, je suis à mon bureau à Yaoundé. Et immédiatement après cela, les gens sont à la présidence en train de signer le PV, le procès verbal, qui attribue le marché de Garoua à la société chinoise Chanxi. Donc, quand il me le dit, immédiatement, moi, je contacte l'ambassadeur et je lui dis, je viens d'apprendre telle chose, il me demande de passer. Et je passe, et je lui explique dans le détail qu'est-ce qui est en train de se passer. Sur le champ, il prend son téléphone, il appelle le président du Cameroun. Et il pose la question au président, mais je pensais que vous nous aviez promis de nous envoyer une société américaine à Garoua pour travailler avec nous. On ne peut pas être en train de lutter contre Boko Haram. On a des choses sensibles là-bas et vous nous envoyez la Chine. Comment c'est possible? Le président qui n'était pas au courant de ce qui était en train de se passer, le président lui dit, ah bon? Ok, je vais résoudre cela. Pendant que nous sommes en train de parler, c'était à peu près une trentaine, quinzaine de minutes passées, la présidence de la République, et j'étais déjà en train de conclure la conversation pour entrer à mon bureau. La présidence de la République m'appelle pour me dire, bien, M. Bembodo, venez de toute urgence à la présidence de la République. Alors, je soupçonne que, bon, peut-être que Mike a fait quelque chose qui a bougé les lignes de l'autre côté. Bon, mais je ne sais pas pour sûr, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je vais à mon bureau. Je dis à mes collaborateurs, bon, je suis en train d'aller à la présidence, ils viennent de m'appeler. Souvenez-vous que tout ceci se passe. La rencontre de la task force est en train de se passer, signer le PV qui attribue le marché à une société chinoise. Donc, gardez en tête que pendant que tout ce que je suis en train de dire se passe, personne dans la salle de la task force ne sait qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, ils ne savent pas qu'en réalité, leur PV, le président Paul Biya vient d'ordonner à son collaborateur de donner le marché à quelqu'un d'autre. C'est ainsi que le ministre d'État secrétaire général, informé ou alors instruit par le président, appelle son collaborateur vice-président de la task force pour lui dire qu'il faut attribuer le marché à Prime Potoma. Ce dernier l'annonce aux membres de la task force qui sont là et immédiatement les membres de la task force qui étaient là quasiment ont une sorte de révolte et ils se disent que non, c'est mon ami Ngongo qui a décidé qu'on me donne ce marché, on ne sait pas ce que c'est, et c'est ainsi. Moi, je suis encore dans le véhicule pour aller à la présidence, je ne sais pas pourquoi on m'appelle exactement,
je reçois ma lettre d'attribution que le lanceur d'alerte Boris Berthold avait publiée. C'est lui qui m'apprend que j'ai gagné le marché. Je l'apprends dans le véhicule. Je suis avec mon collaborateur. Je lis la lettre, j'ai d'abord pensé que c'était un document faux. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-il possible qu'un document qui n'est encore que à la présidence de la République puisse fuiter? Comment ça se retrouve dans les réseaux sociaux? Le concerné ne l'a même pas encore. Moi, je dis, c'est Boris Berthold qui m'apprend par le document qu'il avait publié que c'est moi, et Franck Potomac, qui a gagné le marché des gares. Ça veut dire qu'il y a eu un semblant de rébellion contre le président. Il fallait trouver l'astuce pour pousser le président à revenir sur sa décision. Et cette astuce était de faire une sorte de staging pour dire que cette société, les Camerounais ne la veulent pas. Et ça a failli marcher. N'eût été, je le dis et je le répète, n'eût été l'ambassadeur des États-Unis, ça aurait marché. Voilà comment moi je me retrouve dans la canne. Et je vais vous dire, parce que j'entends beaucoup de misconceptions, pendant que je suis des mois, pas des mois, des jours après, on me demande de donner une sous-traitance à la société Chancy, qui devait gagner le marché. Maintenant, on me demande que ce soit cette société-là qui doit venir signer la sous-traitance, c'est-à-dire que moi, je retire seulement 10%, et la société Chancy fait le reste du marché. Évidemment, lorsque je sors de la réunion, je vais rendre compte. Et je dis à l'ambassade, voilà ce qu'on m'a proposé. Évidemment, c'est un no-go. Donc, on ne peut pas prendre une société chinoise, après la bataille qui vient de se passer, la prendre comme sous-traitant. Et puis, ce qu'on ne savait même pas, c'était comment ça allait se passer. Puisque la loi au Cameroun dit que vous ne pouvez pas donner plus de 30% en sous-traitance quand vous gagnez un marché. Si nous, on avait signé une sous-traitance à 90%, on serait en faux contre le Cameroun. Évidemment, on a refusé tout cela. On a eu les problèmes que nous avons eus. Tout cela se passe au moment où Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République a aussi un nombre d'ennemis dans le pays. Certains de ces ennemis m'envoient des émissaires pour dire « Bon, voilà, on a vérifié avec l'ambassade, on sait que vous n'êtes pas avec le monsieur, la bataille-ci ne vous concerne pas. Prenez de l'argent, votre profit ne va tourner qu'autour de 10 à 15%, on vous donne 5 milliards de francs CFA. Vous nous laissez avec ce monsieur, nous allons le finir. Moi, je refuse cet argent. Parce que je dis à ces gens, on ne m'achète pas, je n'ai pas un prix. C'est comme cela qu'ils me disent que bon, comme c'est ainsi, il faut donc vous attendre à la guerre. Ça n'a pas fait quelques jours, j'apprends que le ministère de l'économie, qui avait signé, était signataire du document avec Exim Bank, dans le PV de négociation, avec Exim Bank, avec l'ambassade des États-Unis, avec Prim Potomac, avec plusieurs autres ministères, j'apprends que ce ministère a calmement contacté Exim Bank pour dire à Exim Bank que, bon, vous savez, on ne veut plus le financement.
que vous proposez, on veut payer ça ici au Cameroun. Parce qu'on a les moyens de le faire. Lorsque Ben, en tout cas le responsable de Exim Bank pour le continent africain à l'époque, lorsqu'il me le dit, je lui dis, ils vont prendre de l'argent où pour payer? Ces gars luttent deux guerres. Il y a une guerre à l'extrême nord, les États-Unis sont présentement pour les aider, il y a une guerre dans le Mozo. Où est-ce qu'ils vont prendre de l'argent pour payer ces projets? Il dit, ah, voici cela. Si je n'avais pas vu la vidéo du monsieur, il est maintenant à la CEMAC ou la CEAC, un truc comme ça, qui s'était déplacé pour aller à cette réunion finale. Si je ne l'avais pas vu, parce que tout ce qui m'est venu dans la tête, c'était que, bon, voilà, certainement des gens qui sont en train de vouloir saboter. C'est quand je vois et que je confirme qu'en réalité, ça c'est un monsieur, à l'époque, il était le directeur de la coopération au ministère de l'économie et des finances. C'est quand je le vois que je dis, mais ça c'est vrai. Et comme ça, le Cameroun rejette un financement. Vous avez déjà entendu ça un jour? C'est-à-dire qu'on vient vous donner de l'argent, que vous allez construire quelque chose. Et vous dites, vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas cet argent. Évidemment, personne... Vous savez, lorsque vous traitez avec les gens, ne pensez pas toujours au pire. Donnez le bénéfice du doute aux gens. C'est comme ça que moi j'ai grandi. Alors, je n'ai pas vu où est-ce que ça partait, mais j'ai compris ça des années plus tard, quelques années plus tard, où j'ai compris que, en réalité, le souci était que il fallait contrôler les finances. C'est à ce moment-là que moi je fais le lien avec l'argent qui m'avait été proposé et où on me disait que bon, maintenant on verra comment vous allez finir vos projets. Voilà, et comme les gars d'en face ont fait une erreur de me mettre dans un problème qui ne me concernait pas, j'avais l'obligation de me défendre. Moi, je me suis défendu, j'ai dit ce qui était la vérité, et dans l'opinion publique, des gens pensaient que je le dis parce que je suis en train de défendre A ou B. Si, en ce qui me concerne, A n'a rien fait, pourquoi voulez-vous que moi je dise que A a fait quelque chose? En ce qui me concerne, le ministre d'État secrétaire général, M. Ngongo, a été correct avec moi. Bon, maintenant, je ne peux pas aujourd'hui venir dire, bon voilà, il n'a pas été correct avec moi. On a des relations, il est mon patron, on dirait ça comme ça, puisque je travaille pour l'État du Cameroun, et lui, il est l'ordonnateur de ces marchés. Dans le cadre de notre travail, le monsieur a été correct avec moi. Maintenant, on a une grosse différence. Cette différence se trouve au niveau de ce qu'il faut pour la suite. Moi, je pense, personnellement, que si vous voulez être président d'un pays, déclarez-vous devant un peuple. Dites que vous êtes candidat, dites-lui ce que vous voulez faire pour lui. Donnez la possibilité à ce pays de vous élire président.